Messieurs, bonjour. Nous voici réunis pour vous rendre compte de notre 9e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2019. À présent, le communiqué. Le mercredi 20 mars 2019, un Conseil des ministres est tenu de 10h à 13h50 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant un projet de loi et 4 projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin des divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat. Ce projet de loi vise à réunir l'ensemble des textes législatifs et réglementaires existants en matière de construction et d'habitat dans un dispositif unique adapté aux nouveaux enjeux du domaine. Il s'agit plus précisément d'actualiser les normes de construction et de l'habitat au regard des évolutions actuelles relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, à la performance énergétique et à la responsabilité des constructeurs d'ouvrages et à la garantie financière d'achèvement. Aussi, le dispositif prévoit le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions en vue d'aboutir à un aménagement cohérent de l'espace urbain qui permettra de mettre définitivement un terme à la prolifération des constructions à risque. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA conclu le 4 janvier 2019 entre la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de renforcement des capacités de production d'eau potable de la ville d'Abidjan par construction d'une usine de potabilisation d'eau sur la rivière Lamé en Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de réaliser un système d'approvisionnement en eau potable d'une capacité de 240 000 m3 d'eau, par jour, destinée au nord-est de la ville d'Abidjan à partir des eaux de surface, notamment de la rivière Lamé. Il contribuera en outre à prévenir la diminution des ressources en eau souterraines des villes d'Abidjan, de Songon et de Bonoa actuellement utilisées pour la desserte en eau potable du district d'Abidjan. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les procédures de délimitation et les modalités de gestion des domaines publics maritimes et fluvio-lagunaires. Ce décret détermine, en application de la loi portant Code maritime, les règles et les procédures à observer pour matérialiser les limites des domaines publics maritimes et fluvio-lagunaires de sorte à favoriser une occupation cohérente et harmonieuse ainsi qu'une exploitation maîtrisée de ces domaines. Il donne compétence exclusive à l'État à travers l'administration chargée des affaires maritimes et portuaires pour réaliser la délimitation des domaines publics maritimes et fluvio-lagunaires. Il institue à cet effet une commission de délimitation composée des représentants des départements ministériels techniques concernés. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 22 février 2017 fixant le montant et les modalités de recouvrement des cotisations dues au titre du régime général de base et du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle. Ce décret fixe, en lieu et place de la date prévue par le décret susmentionné,
le début du paiement des cotisations dues au titre du régime général de base et au titre du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle au 1er juillet 2019. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national du tourisme, en abrégé CNT. Ce décret étend les missions du CNT à la veille stratégique, à la prospective sur les évolutions du secteur. Il renforce en outre le cadre opérationnel de cet organe consultatif en vue de garantir une contribution qualitative du CNT à la stratégie gouvernementale de développement du tourisme. Au chapitre des communications, nous en avons 9. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la 7e édition de Africa CEO Forum du 24 au 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. Une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, prendra part à cette importante rencontre qui s'articulera autour du thème « Intégration économique, l'indispensable mobilisation du secteur privé ». Il s'agira, dans le contexte actuel marqué par un ralentissement de la croissance des pays africains, d'examiner les voies et moyens en vue de renforcer les échanges et les investissements interrégionaux et d'assurer la pleine implication du secteur privé dans les projets d'infrastructure de logistique transfrontalier. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au Salon de la sécurité et de la défense du 2 au 5 avril 2019 au Brésil. Une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, prendra part à la 12e édition du Salon de la sécurité et de la défense du Brésil, dénommé L2AD 2019. À cette occasion, le ministre de la Défense entend établir des liens de coopération tant avec les entreprises brésiliennes qu'avec les entreprises internationales participantes spécialisées dans les équipements, les services et les technologies pour les forces de sécurité et de défense. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la 46e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique tenue les 1er et 2 mars 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères a participé à cette session marquée par la célébration des 50 années d'existence de l'OCI. À cette occasion, les États se sont accordés sur la nécessité de consolider la solidarité entre les membres et de coordonner leurs efforts pour surmonter les multiples crises au sein de la communauté. En marge des travaux, le ministre des Affaires étrangères a échangé avec ses homologues des Émirats arabes unis et du Royaume d'Arabie saoudite sur l'état de leur coopération ainsi que sur le projet d'envergure, sur le projet d'ouverture d'une ambassade des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux besoins de financement pour l'opérationnalisation du Conseil EVA palmier à huile. Cet organe de régulation, de contrôle et de suivi des activités de la filière a été mis en place dans le cadre de la poursuite de la restructuration et du développement des filières agricoles. Compte tenu de l'urgence de la relance de la filière, confrontée à une baisse continue des cours de ces matières premières, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'Agriculture et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes pour dégager les ressources nécessaires pour l'opérationnalisation du Conseil EVA palmier à huile. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au bilan 2018
et aux stratégies 2019 du suivi des indicateurs du Millennium Challenge Corporation, en abrégé MCC. Le MCC a publié en novembre 2018 pour chaque pays la matrice de performance des indicateurs pour l'année 2018. Il ressort de ce rapport que notre pays connaît une tendance haussière de 14 sur 20 indicateurs performants, portant notamment sur la bonne gouvernance, la libéralisation de l'économie et l'investissement dans les ressources humaines. En raison de ces performances qui reflètent la bonne conduite de son programme Compact, le MCC a accordé à la Côte d'Ivoire l'accès à un autre programme dénommé Programme Compact Simultané. Ce nouveau programme est conditionné par des critères rigoureux de performance devant permettre à notre pays et aux autres pays africains éligibles de développer conjointement des projets structurants de nature à assurer une croissance forte et inclusive. Dans cette perspective, la stratégie 2019 du suivi des indicateurs est basée sur 88 réformes politiques, économiques et sociales avec pour objectif d'obtenir 20 sur 20 d'indicateurs au vert en accordant la priorité à l'amélioration des indicateurs dépenses publiques en santé, genre dans l'économie, lutte contre la corruption et liberté publique. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative au dialogue national sur le financement de la santé et au dossier d'investissement national. Le dialogue national sur la santé, le dialogue national sur le financement de la santé est une plateforme de rencontre et d'échange des parties prenantes du secteur de la santé. Il est initié par le gouvernement autour des problématiques du financement de la santé à l'effet de réfléchir à la formulation et à la mise en place des meilleures stratégies pour accroître le financement de la santé. Ce débat national sera articulé autour de deux événements majeurs. D'une part, la semaine de la santé ivoirienne, constituée de débats structurants sur la prévisibilité, Je reprends. Ce débat national sera articulé autour de deux événements majeurs. D'une part, la semaine de la santé ivoirienne, constituée de débats structurants sur la prévisibilité des fonds et l'alignement de l'ensemble des interventions. Et d'autre part, le sommet présidentiel sur le financement de la santé, présidé par le président de la République avec la participation du gouvernement et des hauts dirigeants des agences partenaires au développement. Il sera procédé au cours de cette rencontre prévue du 15 au 19 avril 2019 au lancement officiel du Global Financing Facility en Côte d'Ivoire ainsi qu'à la présentation du financement basé sur la performance. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la déclaration d'Abidjan pour l'industrialisation pharmaceutique. La déclaration d'Abidjan relève des recommandations du premier symposium sur l'industrialisation pharmaceutique tenu à Abidjan en février 2019. Elle a pour objectif d'engager les États de l'Afrique de l'Ouest dans l'action pour l'accès de nos populations à des soins de santé et à des médicaments de qualité sûrs et à coût abordable. Dans cette perspective, la déclaration d'Abidjan porte sur des engagements forts pour transformer les menaces en opportunités à travers des actions concrètes. Les plus dominantes de ces actions sont d'une part la création d'une plateforme collaborative à vocation régionale, réunissant notamment les industriels pharmaceutiques, les investisseurs, les organes chargés de l'assurance maladie et les partenaires au développement, et d'autre part la mise en place d'un fonds régional d'investissement ainsi que d'un plan d'investissement et de développement industriel pharmaceutique pour des projets non concurrentiels pour les pays de la CEDEAO. En ligne avec le programme social du gouvernement et le contexte actuel de la mise en place de la couverture maladie universelle,
Le Conseil s'est engagé à soutenir les actions portées par la déclaration d'Abidjan pour l'industrialisation pharmaceutique de l'Afrique de l'Ouest en pôle d'excellence. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au coût des exonérations accordées à fin décembre 2018. Les exonérations fiscales et douanières se chiffrent globalement à 341,5 milliards de francs CFA à fin décembre 2018. Elles affichent une réduction de 18,5 milliards de francs CFA, soit 5,2% par rapport au niveau enregistré en 2017. Le montant des exonérations accordées au cours de l'année 2018 au titre de la fiscalité de porte représente 64,5% des dépenses fiscales contre 35,5% pour celles liées à la fiscalité intérieure. Les secteurs d'activité ayant majoritairement bénéficié des exonérations demeurent principalement l'industrie et les services. La deuxième communication est relative au basculement en mode budget-programme au 1er janvier 2020. Le mode budget-programme est un mode de gestion des finances publiques initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec pour objectif d'insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires de sorte à accroître l'efficacité de la dépense. Ce nouveau mode de gestion se caractérise par une nouvelle approche de l'élaboration et de l'exécution du budget qui met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. En lieu et place des titres, le budget sera voté désormais par programme et par dotation. Dans le cadre de son exécution, le budget programme introduit un nouvel acteur dénommé responsable du programme qui aura en charge l'élaboration et la mise en œuvre du programme du département ministériel sous la supervision d'un dispositif de contrôle interne renforcé. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Aussi, le 1er janvier 2020 marquera le basculement effectif de la Côte d'Ivoire vers la gestion budgétaire en mode budget-programme. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux modalités d'ouverture du capital de la Banque nationale d'investissement, BNI. Conformément à la décision du gouvernement d'octobre 2018, la BNI ouvre son capital à des acteurs relevant du secteur public autre que l'État. Ainsi, 485 885 nouvelles actions ont été réservées à la Caisse nationale de prévoyance sociale au prix de 41 162 francs CFA par action. Cette opération permettra d'augmenter le capital de cet établissement de crédit pour un montant de 20 milliards de francs CFA et corrélativement de se conformer aux normes bancaires au sein de l'espace UEMOA. Mesdames et messieurs, enfin, nous allons aborder le chapitre des divers, chapitre au cours duquel nous avons le gouvernement a entendu une communication verbale du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relativement à la situation de grève dans l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Il faut juste relever que cette situation nous a amené à observer quelques incidents que nous déplorons d'un point de vue national depuis le début de ces différentes grèves et le ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de la tenue d'une rencontre interministérielle instruite par le Premier ministre d'ailleurs, le mardi 19, rencontre au cours de laquelle a participé près de 35 syndicats
Et il a été conclu entre les différentes parties d'un engagement spécifique qui viserait à la levée de toutes les grèves, enfin à la levée de grève des différents syndicats restants, environ 2 ou 3, à l'effet que nos enfants puissent aller normalement à l'école. Et cet engagement pris par les syndicats nous rassure sur le fait que l'année scolaire ne sera pas compromise pour cette année. Donc nous restons toujours dans l'attente de ces différents mots d'ordre qui seront donnés par les différents acteurs qui ont pris cet engagement. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le compte-rendu du Conseil et je reste ouvert à vos différentes questions, commençant par, bien sûr, les questions sur le Conseil des ministres et ensuite une liste de questions relativement à l'actualité nationale et l'actualité diverse. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le ministre, Hussein quotidien Le Patriote. Ma question est relative justement au point de divers. Tout à l'heure, vous indiquiez le compte rendu. Si c'est dans le compte rendu du Conseil. Les divers, tout à l'heure, que vous avez parlé tout à l'heure. La communication du ministre de l'Enseignement supérieur. Communication verbale, oui, d'accord, allez-y. Voilà. Vous indiquez que d'abord, que les syndicats ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève, les 2 ou 3 syndicats, suite à cette rencontre. Mais le syndicat principal, et pour eux, il faut d'abord la tenue d'une assemblée générale avant la levée du mot d'ordre. Et selon l'information que nous avons, cette assemblée générale se tiendra jusqu'au le week-end. Est-ce qu'entre-temps, le corps reste toujours fermé? Et voilà, à l'issue des discussions dirigées par le ministre Mabry Touakeus, qu'est-ce qui a été décidé concrètement pour ça? Et vous avez indiqué tout à l'heure que l'année scolaire ne sera pas compromise. Cela veut dire quoi? Il n'y aura pas d'année blanche. Comment est-ce qu'on va rattraper les semaines perdues, surtout que les examens approchent? Merci, Monsieur le ministre. Ce n'est pas une question, c'est plusieurs questions. Oui, effectivement, des engagements ont été pris par le corps des syndicats et nous restons très positifs quant à l'issue de ces différentes discussions et ces différents engagements pris. Donc, pour nous, la démarche est bien engagée et tout le monde est désormais positif quant à l'orientation qui est en train d'être prise relativement à donner une issue favorable à cette crise qui n'aurait pas dû avoir. Il faut juste relever que l'intérêt commun que nous avons, c'est de laisser nos enfants aller à l'école, comme nous l'avons aussi fait à notre tour. Et je pense que tout le monde est d'accord et unanime sur le sujet. Et les différents points de divergence sont en train d'être traités par ailleurs. Et effectivement, que ce soit aujourd'hui ou demain, le plus important, c'est que très vite nos enfants aillent à l'école. Et je crois que tout le monde travaille à cela et le gouvernement met les conditions pour cela. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Adama Bakayeko de Radio Côte d'Ivoire. Je voulais revenir sur la question des cotisations en ce qui concerne la couverture maladie universelle. Je crois que jusqu'à hier, il était dit que le 1er avril, les prélèvements allaient commencer. Et nous avons assisté à une rencontre avec la CENAM où on nous annonçait même que qu'on soit enrôlé ou pas, on devait être prélevé. En tout cas, si on est salarié à compter du 1er avril. Maintenant que j'entends 1er juillet, je suppose que c'est reporté au 1er juillet. Dans ce cas, les prestations vont débuter quand? Parce qu'initialement, les prestations étaient prévues le 1er juillet. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, il y a un certain nombre de diligences qui restent à accomplir avant le début de cette opération de généralisation. Et effectivement, comme nous l'avons dit dans la communication, pour le 1er juillet 2019, nous débuterons les prélèvements et les prestations pourront être dues à partir du 1er octobre. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le ministre, bonjour, c'est Dimitri, le journal La Synthèse. Vous avez dit que sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire avait été ouverte sur 14 indicateurs concernant le Millennium Compact. Juste savoir, quels sont les 6 indicateurs où la Côte d'Ivoire piétine encore? Merci. Quels sont les 6 indicateurs? Sur vos indicateurs, vous avez dit que la Côte d'Ivoire était ouverte sur 14 indicateurs. Je veux savoir quels sont les indicateurs où la Côte d'Ivoire peine encore à remplir les conditions. Merci.
Relativement aux différents indicateurs sur lesquels la Côte d'Ivoire a marqué quelques non-performances, vous avez le taux de vaccination, vous avez la santé de l'enfant, les dépenses publiques, etc. en matière de santé. Sujet d'ailleurs qui se retrouve en premier pôle dans le plan social du gouvernement pour l'année 2019 et qui fait l'objet d'un investissement assez accru à l'effet de faire le redressement. Donc, véritablement, il y a une corrélation entre les engagements internationaux dans le cadre du MCC et puis le désir d'apporter du bien-être aux populations dans le point de vue social. Donc, nous nous retrouvons sur ces différents sujets. Merci beaucoup. Oui, madame. Viviane Aïmin, RTI. Alors, vous avez parlé d'un projet de loi qui a été donc adopté par le Conseil des ministres, se rapportant au Code de la construction et de l'habitat. Vous avez dit que c'est un dispositif qui réunit donc un ensemble de textes, et que ce dispositif va permettre de mettre un terme aux constructions à risque. Est-ce que vous pouvez expliciter? Oui, merci beaucoup. Vous vous souviendrez, en fait, la Côte d'Ivoire, déjà depuis les années 60, avait adopté un cadre normatif de la construction et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Mais pour des raisons de manque de rigueur dans l'application et pour des raisons de manque de mesures de rétorsion en termes sur les sanctions, et aussi, nous avons constaté une prolifération des constructions anarchiques. Ceci a amené un peu le gouvernement à faire la revue des différents textes qui, pour certains, étaient désuets, faire une actualisation, les mettre en conformité par rapport aux usages nouveaux. Et ensuite, ce nouveau texte nous permet d'adresser la problématique de la copropriété qui était mal adressée dans les anciens textes, sans oublier les réformes relatives aux missions des agents immobiliers qui sont revus par ailleurs dans le cadre de ce nouveau texte. En somme, ce sont autant d'éléments nouveaux qui viennent permettre de structurer davantage cet écosystème en privilégiant la responsabilisation de tous les différents acteurs, en précisant leurs responsabilités, mais aussi en envisageant, en prenant en compte les nouveaux enjeux tels que l'accès des personnes en situation de handicap dans les différents bâtiments, tels que la performance énergétique des bâtiments, tels que la responsabilité des constructeurs d'ouvrages, etc. Donc c'est véritablement un code complet qui viendra véritablement structurer et nous éviter les incidents que nous avons connus dans la construction des différents bâtiments et qui souvent s'effondrent dès la première pluie. Pierre Pinto, RFI. Je voulais revenir à la grève dans l'éducation. Quelle est la réaction du gouvernement aux incidents qui ont lieu hier dans certains lycées? Et en particulier, quelle est la réaction du gouvernement face à l'attitude de la FESI dans cette histoire? Nous ne pouvons que déplorer ce qui a été observé hier, et pas seulement hier dans les différents établissements scolaires, mais un peu plus tôt, quelques jours avant, depuis le début de cette différente grève. Comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, la reprise est effective, aussi bien dans le primaire que dans le supérieur. Il s'agit du secondaire qui est actuellement frappé par quelques poches de résistance dues à certains syndicats. Et la trentaine de syndicats qui ont été reçus par le comité interministériel a convenu de pouvoir définitivement trouver une solution. Et chacun des syndicats, y compris les plus récalcitrants, ont pris l'engagement de pouvoir, d'ici la fin de la semaine, réunir leurs différents syndiqués pour pouvoir donner le mot d'ordre de lever de la grève en question, étant entendu que les différents points de revendication sont en analyse et avec beaucoup de regrets, nous avons constaté tout ce qui s'est passé et nous compatissons véritablement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Baudelaire de l'Alliance Bloomberg et de Mazin Afrique. J'ai une question, je crois, sur les derniers points de vos propos liminaires. Ça concerne les modalités d'ouverture du capital de la BNI. Vous avez parlé d'environ 495 885 actions
qui seront réservés à la CNPS pour un montant de 41 260 000 par action. Je voulais savoir, vous avez dit que ça allait permettre une augmentation d'un capital de 20 milliards. Je voulais savoir si les 20 milliards constituent les tickets d'entrée de la CNPS pour pouvoir entrer dans la BNI, ou est-ce que ça concerne une augmentation d'un capital, sachant déjà que la BNI répond aux normes communautaires de 10 milliards de capital pour l'ouverture d'une banque. Or, aujourd'hui, la BNI a 20,5 milliards de francs CFA de capital social. Donc, les 20 milliards qui viennent en supplément, ça portait le capital à 45 milliards ou c'est pour influer de nouveaux financements, de nouveaux fonds dans la BNI qui ne se portent pas assez bien. Mais les 20 milliards correspondent aux besoins de financement nouveaux de cette banque. Et donc, d'ailleurs, c'est ce montant qui a permis de faire le calcul du nombre de nouvelles actions à émettre. Je l'ai dit tantôt, ce sont près de 485 000 actions nouvelles qui vont être émises. Et donc, dans la nouvelle configuration, la BNI se retrouvera avec un capital ainsi libellé pour l'État à près de 80,84%. Et le nouvel acquéreur qui est la CNPS avec pour 19,16% dans le capital ainsi libéré. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Paul Koko du quotidien Le Mandat. Permettez-moi de revenir sur le code de la construction et de l'habitat. Oui. Dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, le ministre de la Construction et du Logement avait lui parler de code d'identifiant unique. J'aimerais savoir si c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous parlons là d'un document qui vient réguler un peu les relations entre les différents acteurs. C'est ce qui est le code de la construction et de l'habitat. L'identifiant unique, c'est autre chose. Ce qui permettrait peut-être que dans un dispositif unique, bien sûr un numéro unique, qui sera utilisé par toutes les administrations, nous puissions faire les recherches et trouver notre bien ou bien identifier le bien spécifique qui nous concerne. Donc ce sont deux dossiers différents. D'autres questions sur le Conseil? Il n'y a pas de questions sur le Conseil. Bien sûr, nous allons, mesdames et messieurs, nous allons certainement aborder sur le Conseil. Allez-y, pour le Conseil. Priorité au Conseil. Oui, merci Monsieur le Ministre. C'est Job Atemene, Abidjan.net. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le Conseil EVA palmier à huile. Voilà, merci. Vous avez raison, priorité au Conseil, et je prendrai tout mon temps pour vous répondre. Je vous en prie. Effectivement, le Conseil a marqué son accord pour soutenir l'opérationnalisation du Conseil EVA palmier à huile. Parce que le contexte il est simple. Hein. Vous avez, c'est un secteur qui vit des moments difficiles avec la baisse continue des coûts des matières premières et souvent des situations délicates pour les différents exploitants de cette spéculation. Et donc, dans la nouvelle configuration, il était indispensable que les missions du Conseil EVA palmier à huile soient réévaluées et reprécisées, ceci pour pouvoir permettre une meilleure opérationnalisation de ce dispositif. Et donc, ce projet vient un tout petit peu renforcer les pouvoirs du Conseil en précisant certains aspects et puis en lui mettant la ressource nécessaire pour son meilleur fonctionnement à l'effet de pouvoir réguler ce secteur comme d'autres conseils qui existent par ailleurs. Donc c'est un peu ça l'ambition de la communication qui a été adoptée ce jour en Conseil des ministres. Merci. Monsieur le ministre, oui. Une dernière question. Allez-y, je vous en prie. Oui, et relativement à la grève, on a suivi tous sur les réseaux sociaux, nous avons vu des élèves qui ont été
attrapés par la police, si on peut s'exprimer ainsi, juste savoir quel est le bilan qu'on peut faire. Est-ce que vraiment il y a des élèves qui sont incarcérés aujourd'hui à la MACA? Voilà. Je ne dirais pas ça, mais en tout état de cause, effectivement, il y a eu quelques arrestations et ce sont des sujets qui sont en train d'être traités ce jour même dans le cadre de l'apaisement recherché de toutes les parties. Voilà. Donc je pense que d'ici quelques heures, ça ne sera plus un sujet à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant de passer aux questions diverses, j'aimerais revenir sur un sujet qui certainement reviendra dans vos interventions, mais pour lequel j'avais été interpellé. Et donc, vous vous souviendrez, il s'agit de la réforme de la CEI. Il était bon pour moi de juste relever que, comme je l'ai dit d'ailleurs, des discussions sont en cours entre la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement actuellement. Et donc, l'objectif visé en la matière, selon l'orientation prise par le gouvernement, c'est d'aboutir à une CEI qui est conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le dialogue se poursuit, comme je l'ai dit, et donnera lieu certainement à d'autres rencontres. Et ce sera certainement l'occasion pour toutes les parties prenantes qui sont concernées par le débat de défendre sa vision. En effet, la position du gouvernement à cet effet est claire et est connue de tous, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le répéter. Et cependant, en dépit de nos différences d'interprétation, il est bon que les uns et les autres utilisent le bon ton et aient un peu de retenue afin que les échanges à venir soient constructifs et qu'on aboutisse rapidement à la mise en place d'une CEI qui est acceptée de tous nos concitoyens, mais surtout qui soit aussi opérationnelle que l'est la CEI actuelle, que nous plébiscitons d'ailleurs. C'est vraiment l'observation de base que je voulais faire avant d'ouvrir la série de questions diverses. Bonjour Monsieur le Ministre. Sidi Ansané, la radio RFI. Une question concernant le Sénat. Dans 4 jours, le 24 exactement, ça fera 1 an que les sénatoriales se sont tenues en Côte d'Ivoire. Sachant que c'est un vieux serpent de mer de la politique ivoirienne, l'instauration de ce Sénat, j'aimerais savoir pourquoi les 33 sénateurs qui sont censés être nommés par le président de la République ne sont toujours pas nommés et quand est-ce qu'ils seront nommés. Voilà. La nomination ou bien de personnalités à des fonctions pour cette partie relève de la discrétion du chef de l'État. Donc il ira à son rythme. Je pense que ça sera certainement imminent dans quelques jours. Il faut juste patienter un tout petit peu. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Jérôme Dri pour le Nouveau Réveil. Monsieur le ministre, je vais revenir sur la réforme de la CEI. L'opposition récemment avait souhaité que cette CEI soit désormais dirigée par une personnalité de la société civile. Et là, vous venez d'indiquer que l'on va aboutir à une CEI qui est conforme à la disposition de la Cour africaine. Est-ce que ce souhait de l'opposition sera accepté par le gouvernement pour qu'on parte à une CEI conforme à ce que la Cour africaine a dit? Comme je l'ai dit tantôt, nous n'en sommes qu'au début des discussions. Et donc, il faut peut-être laisser le temps à la discussion se faire. Donc, on ne peut pas spéculer pour le moment. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, allez-y. Je vous Olivier Dian, à l'Intelligent d'Abidjan. Le gouvernement a reçu le lundi dernier un rapport du bureau enquête aviation du ministère des Transports concernant le crash d'un Antonov affrété par l'armée française le 4 octobre 2017 à Abidjan. Monsieur le ministre, quelles sont les conclusions de ce rapport? Merci. À mon regret, je n'ai pas le contenu de ce rapport, mais on pourra nous renseigner si ce rapport a vocation à être mis sur la place publique. Cela sera dans tous les cas. Mais je n'ai pas le contenu, je peux vous l'avouer malheureusement. Merci beaucoup.
D'autres questions? Pas de questions? Merci mesdames, merci messieurs. Bon après-midi.